Lorsqu'on vint me réveiller un certain temps après et qu'un agent m'ordonna de le suivre, j'étais encore fatigué et la douleur dans ma jambe s'était ranimée. En suivant le policier dans le couloir, je me reprochais de m'être ainsi laissé aller au sommeil sans avoir même pris quelques instants pour songer à ma défense. Il ne faisait aucun doute pour moi que j'allais être soumis à un interrogatoire et que j'aurais eu tout intérêt à mettre mes idées au clair pour pouvoir soutenir une version des faits cohérente qui puisse expliquer ma présence devant l'hôtel de ville lors de la rafle. J'étais venu seul, je n'appartenais ni aux émeutiers zurichois qui avaient bouté le feu, ni aux voyous lumpenprolétarisés qui les avaient rejoints. Mais encore aurait-il fallu que je puisse en apporter la preuve. Je devinais, à travers les fenêtres étroites du corridor, que le jour était en train de se lever. On me demanda d'attendre sur un banc, juste devant la porte d'un bureau, derrière laquelle se tenait une conversation à deux voix dont je n'arrivais pas à distinguer les paroles. Le policier me tendit ma ceinture et mes lacets qui m'avaient été confisqués au moment d'entrer dans la cellule, puis me demanda d'attendre là et s'éloigna. Pouvoir faire tenir à nouveau correctement mon pantalon autour de mes hanches me rendit un peu d'assurance et me disposa à me défendre du mieux que je le pourrais. C'est avec une certaine délectation que j'enfilai, boucle par boucle, mes longs lacets rouges sur mes chaussures, les serrant avec application. Le beau cuir noir apparaissait par endroits, s'extrayant d'une patine de sable et de boue sèche, la coque rigide de mes bottes de 7 lieues, celles qui me font courir sur les toits, balancer d'amples coups de pied dans les châteaux de cartes, d'étaler à grande foulée avec le reste du monde à mes trousses. J'aime sentir cette pression autour de mes chevilles, j'aime sentir ce poids, cette densité au bout de mes jambes. Je ne suis pas de ceux qui rasent les murs, j'aime les bruits de bottes sous le soleil. J'aime marcher bien droit tout au milieu de la route, en fixant un point de fuite à l'horizon, et quand j'interromps la cadence de mes pas sur l'asphalte pour pénétrer chez un bourgeois, j'aime entendre le crissement de mes crampons qui rayent son parquet. Le policier revint, frappa à la porte et me fit signe d'entrer. Je me relevai, je respirai profondément, j'étais prêt à tenir tête. J'étais parti pour faire front. Je m'attendais à trouver derrière la porte un ou deux inspecteurs patibulaires qui m'auraient braqué une lampe dans les yeux et posé des questions à l'impératif en jouant nerveusement avec un bottin téléphonique. Et je fus donc tout à fait décontenancé en entrant dans le bureau. Être prêt à tout et n'avoir finalement devant soi rien de ce qu'on avait pu anticiper procure la même sensation que lorsqu'on gravit un escalier dans l'obscurité et qu'on soulève le pied dans le vide, n'ayant pas compris que la dernière marche avait déjà été franchie. L'officier de police que j'avais vu déambuler dans la cour de la caserne et qui avait ordonné la fouille des prisonniers était là, l'air bougon, et à ses côtés se tenait une dame au port de tête très digne, endimanchée dans un vison chatoyant. C'était bien sûr un faux vison, car Madame de Chambrelien était aussi opposée à l'exploitation de la pelure animale qu'à la vivisection, et il lui était même arrivé, une vingtaine d'années auparavant, de s'exhiber nue dans un grand magasin pour protester contre le commerce criminel de la fourrure. Mais il faut reconnaître que la pelisse qu'elle arborait ce matin-là était bellement imitée et que son élégance jurait avec la grisaille du commissariat. Ce bureau exigu, avec son armoire métallique désuète, ses piles de dossiers mal alignés, ses recoins mal aérés et son fonctionnaire à l'œil cerné et à la moustache triste devaient s'apparenter, au jugement de la visiteuse, à une garçonnière un peu négligée. Immédiatement, et bien que je ne parvinsse pas à en tirer le moindre soulagement, je sus que j'étais libre. Je ne le sus pas par déduction, me rappelant par exemple que j'étais le petit protégé de l'épouse d'un conseiller municipal et que cela me permettait, à ma grande honte, de me tirer de ce mauvais pas et d'échapper au sort plus sévère réservé aux voyous ordinaires. Non, je le sus en voyant le museau chiffonné, la mine renfrognée de l'officier qui contrastait avec l'expression de triomphe de ma bienfaitrice. Il y avait dans ce contraste quelque chose d'un peu obscène, d'un peu révoltant, qui fit vaciller mes certitudes et m'inspira, à l'égard du représentant des forces de l'ordre, un élan de compassion. Me jetant une œillade malveillante que j'aurais voulu plus franche, qu'était devenue la lampe aveuglante et la menace du bottin? Il me fit signer un dernier formulaire attestant du recouvrement de mes effets personnels et de l'heure de ma libération et nous congédia sans nous retenir pour le petit déjeuner. J'aurais pu crier victoire, j'aurais pu répondre par la morgue à son œil noir, mais en passant la porte du commissariat, je me sentais pourtant comme un animal blessé, comme le vison factice de Madame de Chambrelien dont le poil dru renvoyait les premières lueurs du jour, blessé non pas par l'hostilité de l'officier, qui était dans l'ordre des choses, mais par son indignation muette et impuissante,
par l'amertume résignée qui avait transparu dans son regard au moment où il avait croisé le mien. J'avais cru y voir la même lueur sombre que celle qui brillait, la veille, dans les yeux des émeutiers. Cette lueur mauvaise que je connaissais bien et qu'il m'était arrivé plus d'une fois d'apercevoir dans le miroir de la salle de bain lorsque je rentrais chez moi particulièrement tard. Je savais ce qu'elle signifiait, cette lueur. Elle exprimait la frontière ténue qui sépare la désespérance et son lot de frustration de la rébellion et de son déchaînement de fureur. Elle dilate nos pupilles à chaque fois que nous assistons à une injustice ou que nous en sommes la victime. Elle nous tiraille, elle nous laisse insatisfaits jusqu'à ce que survienne une impulsion qui nous permette de sortir de notre mutisme. Comme vous le savez, maître, ce monsieur aurait bientôt l'occasion, à travers la justice de ce pays, d'obtenir réparation. Et je crois qu'en sortant ce matin-là dans le petit jour, qu'en traversant silencieusement la cour où nous avions été menottés et fouillés quelques heures plus tôt jusqu'à la voiture de madame de Chambrelien, je le savais moi aussi, je le sentais confusément. Mais ce qui me mettait mal à l'aise, ce qui me mécontentait au point d'être tenté de baisser les yeux devant cet officier châtré par les circonstances, ce n'était pas la perspective de sa revanche, c'était l'image que je lui renvoyais à cet instant et la honte que j'en éprouvais. Je fus alors traversé par une idée mesquine. Une idée qui me paraît ridicule aujourd'hui, mais qui partait du cœur. Je songeais que si la révolution advenait et que je puisse y jouer mon rôle, je ferais abattre cet homme. Non pas parce qu'il avait été officier de police et qu'il avait défendu l'ordre ancien contre ceux qui voulaient le mettre à bas, mais parce qu'il avait assisté à cette libération inconvenante, qu'il s'était soudain trouvé du bon côté des barricades et moi du mauvais. Ses yeux noirs, je les revoyais en moi-même alors qu'assis à la place du mort dans l'intérieur cuir de la berline de madame de Chambrelien, je tentais de fixer mon attention sur ce qu'elle me racontait. Elle était fière de son petit effet. Elle ne cachait pas le plaisir qu'elle avait eu à tenir la dragée haute à ces rustous en uniforme qu'elle n'avait jamais tenus en grande estime. Elle tenait le volant d'une main et de l'autre faisait danser ses bracelets dans un mouvement oratoire qui appuyait sa jubilation. Elle était vive et pimpante. Elle s'était couchée tôt et avait dormi toute la nuit. Il était 5 heures du matin, nous étions le 11 août, une nouvelle journée caniculaire s'annonçait et nous offrait en guise de trêve, comme je pus m'en rendre compte en baissant la vitre, un moment de fraîcheur. Cet air encore frais et tonifiant me plaisait. Il giflait mon visage, aiguillonné par la vitesse. Il était le même que celui que j'avais senti, 24 heures plus tôt, lorsque la police nous avait débusqués dans les taillis du square Montvert. Cet arbre aux branches basses, au couvert duquel nous avions attendu le jour, n'existait peut-être plus à présent. Il avait probablement été pulvérisé par l'explosion provoquée par toute cette poudre cachée sous le sable. Des rues proprettes, presque désertes à cette heure où nous roulions, nous débouchâmes sur l'avenue qui longeait le fleuve. Le paysage qui s'étendait autour de nous, de part et d'autre de la route, interrompit un instant le roucoulement de madame de Chambrelien et, comme instinctivement, elle ralentit un peu sa conduite. La lumière rosée de l'aube me révélait ce que la nuit m'avait caché. Si l'avenue elle-même avait prestement été dégagée par les services de la voirie pour permettre la reprise de la circulation, le bord de la route était encombré de carcasses d'automobiles brûlées, dont certaines fumaient encore, laissant échapper des filets sombres qui s'élevaient vers un ciel dégagé, mais oscillant pour l'heure entre le bleu et l'anthracite. Les façades des bâtiments, taillés dans le style haussmannien avec leurs pierres claires et leurs grandes balustrades en fer forgé, étaient noires de suie, et le trottoir était encombré des vestiges d'une nuit de bataille, bouteilles brisées, planches à moitié brûlées, résidus de mousse carbonique, sciures de bois. De l'autre côté, le fleuve n'était guère plus beau à voir, ses eaux sales charriaient divers déchets qui constituaient pour un œil averti autant de souvenirs d'une révolution manquée. J'avais pourtant vu tout cela, quelques heures auparavant, lorsque je déambulais comme un possédé à la recherche d'une occasion d'en découdre, attiré par un grand brasier, et pourtant les lueurs orangées qui perçaient à cette heure matinale me présentaient ce champ de ruines avec une acuité que je n'avais pas soupçonnée précédemment. Penché à la portière, j'observais, autant que je le pus, un camion de pompiers dont le pare-choc massif s'était froissé contre la colonne d'une statue équestre et dont la carrosserie rouge avait par endroits viré au noir le plus sombre. Je notai également, le temps d'un clignement d'œil, que ces 6 pneus avaient été subtilisés. J'étais presque sûr d'être, la veille, passé à côté de cette épave dont j'avais noté la silhouette hérissée avec ses angles accidentés qui se détachaient devant les auréoles des lampadaires alignés sur l'autre bord du fleuve. À la lumière du petit matin, tout apparaissait différemment. J'avais déjà connu cette crudité aurorale qui nous désenivre et nous fait voir le monde sous un jour plus abrupt. Lorsque je m'éveillais, quelques mois auparavant, sur les bords du lac,
la chemise trempée de rosée et que, le front lourd, je tentais d'ouvrir les yeux et de reconnaître mes amis parmi les corps évanouis sur la berge, c'était la même lumière. Je me souviens notamment d'une fête d'étudiants où, premier éveillé à l'issue d'une beuverie gargantuesque, j'avais titubé quelques instants sur l'herbe mouillée, dérangé par les premières lueurs du jour qui faisaient résonner sous mes paupières des pulsations désagréables. J'avais trouvé refuge, comme un vampire effrayé par le soleil naissant, sous un grand arbre, à l'ombre duquel on avait dressé une table en rondin. En découvrant cette longue table encombrée de restes de victuailles, de bouteilles à moitié vides et de cendriers débordants, cette longue table sur les bords de laquelle dormaient des convives qui tous avaient plongé le visage dans leurs bras croisés et qui tous courbaient la nuque dans le sommeil et présentaient à la brise le toupet de leur jeune crâne, j'avais été tenté d'en faire un tableau. Si j'avais su peindre, et si je ne m'étais pas trouvé dans un état presque aussi inconsistant que mes pauvres amis, je l'aurais réalisé ce tableau, sous la forme d'une pastorale funèbre, ajoutant de la poussière sur les rondins et quelques toiles d'araignée dans les cheveux des fantômes et sur les reliefs du repas. Ces camarades, à qui je portais tant d'affection et qui me le rendaient bien, avaient un avenir. Ils allaient se relever sous peu et repartir à l'assaut, mais pour l'heure, ils s'étaient évaporés, s'étaient oubliés et avaient fait abstraction du temps. Et moi qui, par le plus fortuit des hasards, m'étais éveillé le premier, je les observais dormir, cuver leur vin, suspendre leur jeunesse. En rallumant le feu, en jetant des bûches dans le foyer pour faire chauffer le café, dans la cafetière italienne en aluminium posée sur la grille métallique qui nous servait à apprêter la viande, je portais mon regard sur les chevelures bouclées de mes amis qui se répandaient en cascade en suivant le relief relâché de leurs épaules, sur les barbes blondes de mes compères au sourire absent, rêvant peut-être à des victoires claironnantes, comme dans ce tableau de deux tailles qui présente, surplombant le sommeil des armées napoléoniennes dormant à même le sol, le songe de leur triomphe. Mes amis, en passant trop rapidement devant ce vestige sale et hérissé qui avait été, il n'y a pas si longtemps, un camion de pompiers, c'est à vous que je pensais. C'est la même pastorale que je voyais sur les rives du fleuve, celle des ruines, de la poussière, de la fumée, cette aspiration irrésistible de la nature à reprendre ses droits dès que survient le désordre. Le pittoresque de ce paysage ravagé n'échappait pas non plus à Madame de Chambrelien, qui gloussait de surprise à la découverte de chaque poubelle renversée et de chaque autre variation sur le thème du chaos urbain. « Oh là là, on dirait que vous y êtes allé fort. Regarde tout ce capharnaüm, c'est baroque en diable. Et là, ces morceaux de palissade, c'était pour des barricades, je suppose, non? Ah, j'aurais bien voulu voir ça, ça devait être quelque chose. Vous leur en avez bien fait baver à ces idiots de flics. Ils ont bien dû voir que vous n'étiez pas des rigolos. Oh, regarde, des pavés, des vrais. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour les déceler? Quelle énergie! C'est formidable tout ce qu'on arrive à faire quand on est indigné. » Traverser ce champ de bataille déserté au volant de sa berline l'amusait prodigieusement. Ses yeux papillonnaient à droite et à gauche comme si elle s'était trouvée dans un musée à ciel ouvert. Elle voulait tout voir, tout comprendre, tout commenter. Et elle aurait sûrement, devant certains spectacles, été tentée d'applaudir si les règles élémentaires de la sécurité routière ne l'en avaient pas empêché. Elle aurait voulu que je lui explique le sens de chaque débris, le rôle de chaque objet abandonné sur la chaussée, les circonstances de chacune des destructions matérielles qui émaillaient le bord de l'avenue, comme si j'avais été un de ces vieux vétérans que les offices touristiques engagent parfois comme guides pour faire visiter les lieux de leur haut fait. Je me dérobais à cette mission grotesque en prétextant la fatigue et remis ma tête à la fenêtre pour ne plus avoir à soutenir une conversation qui ne rimait à rien, surtout pas ici, dans un intérieur cuir, au moment même où, assis sur les banquettes de leurs cellules, des dizaines de détenus attendaient de savoir quand et dans quelles conditions ils seraient relâchés. Condamnée au monologue, Madame de Chambrelien continuait de s'ébahir à tout ce qu'elle voyait et m'expliquait à quel point ça lui rappelait les révoltes étudiantes de sa jeunesse et comme il était bon de voir que les traditions ne se perdaient pas et que la nouvelle génération était toujours combative et toujours prête à se dresser contre la police et le patriarcat. J'opinais vaguement du chef, respirant l'air frais à la portière en regardant la ville se réveiller. Le décor avait un peu changé, bien sûr, mais ça n'empêchait pas les gens d'accomplir les mêmes gestes que la veille, l'avant-veille et tous les autres jours de leur vie. Ils sortaient de chez eux à l'heure habituelle, marchant d'un pas sûr vers leur lieu de travail, enjambant ou contournant quelques obstacles impromptus, presque sans y penser, avec dans leurs yeux la vision du but et non celle de l'itinéraire. La propreté des rues de notre pays est proverbiale.
C'est une sorte de lieu commun qu'on n'interroge jamais, un peu comme la profusion des cyclistes sur les routes de Chine, mais seuls les touristes y prêtent vraiment attention. Nos compatriotes parcourent du même pas une avenue bien poussée par les cantonniers les plus méticuleux de la commune, et la même avenue jonchée d'automobiles retournés sur le dos et noircie par une suie odorante. On peut bien brûler l'hôtel de ville, déployer l'armée sur les boulevards et, rêvons un peu, pendre l'ensemble du Conseil fédéral à une potence plantée au sommet du Grutli, ça ne change pas fondamentalement le quotidien de tous ces pendulaires de la vie, tant que le travail commence à heure fixe, que le salaire tombe à la fin du mois, et que le dimanche arrive au jour prévu par le calendrier des postes. Ici, comme partout ailleurs, on ne commence à réfléchir qu'après le premier café, et encore. C'était valable pour moi aussi, dans une certaine mesure. Quoiqu'en arrivant dans la villa des deux chambreliens, je préférais opter pour une sieste dans la chambre d'hôte, histoire de reprendre quelques forces avant de poursuivre ma fuite en avant. La maîtresse de maison me fit savoir que je pouvais sans problème dormir jusqu'à midi, car son mari siégeait depuis les premières heures de l'aube en séance extraordinaire avec le reste de la municipalité. Les administrés s'en foutaient peut-être, mais les autorités politiques étaient sur le pied de guerre, et ne rentreraient sûrement pas avant un bon moment. N'ayant même pas la force de me doucher, je me déshabillai et m'étendis sur le lit après avoir baissé les stores et allumé, par anticipation, le ventilateur électrique. Le mois d'août, vous vous en souvenez, était d'une chaleur accablante cette année-là. À peine avais-je fermé les paupières que j'entendis, comme je m'y attendais un peu, la porte de la chambre s'entr'ouvrir. Lorsque madame de Chambrelien vint se serrer contre moi, je sentis qu'elle était nue. Frissonnante, elle pressa mon visage contre ses seins et frotta langoureusement le sien dans ma tignasse. « Tes cheveux sentent la lacrymo, j'adore. » Elle inspira profondément. Je me redressai et repris le dessus, puis je fis mon office avec la vigueur requise, tant il est vrai, ainsi que je l'avais remarqué plusieurs fois, que le mépris est un puissant moteur aphrodisiaque. J'investis une fois encore ce corps trop facile, je pétris une fois encore, impérieusement et avec une rage sourde, cette chair pulpeuse et impudiquement accessible, incapable de la moindre résistance sous mes mouvements nerveux. J'ignorais encore que cette fois était la dernière. Quoi qu'il en soit, j'avais besoin de cela pour me décharger de la tension qui m'habitait, pour pouvoir m'endormir complètement, relâcher tous mes muscles et m'oublier quelques heures sans crainte de me laisser hanter par les yeux noirs de l'officier. L'étreinte est le meilleur des somnifères, et je m'affaissai bientôt dans un sommeil sans rêve, bercé par la révolution régulière des pales du ventilateur. Second réveil de la journée, peu après 11 heures. Le lit de la chambre d'hôte était bien plus douillet que la banquette de la cellule, mais ce confort immérité participait à mon malaise. Les barbares intégraux, avec leurs gueules cassées et leurs mâchoires d'acier, prêts à tout et que rien ne retenait, avaient été bloqués au fond du gouffre, coupés dans leur élan, arrêtés dans leur déferlement au dernier moment, moment après lequel il n'aurait plus été possible de les contenir. On les avait capturés, bastonnés et enfermés. Ils le méritaient, assurément, aussi vrai que ce gouvernement méritait d'être renversé cul par-dessus tête, aussi vrai que les honorables membres du Forum économique auraient mérité d'être collés au mur à l'issue d'un jugement expéditif. Et ils le savaient d'ailleurs. Ils s'étaient exposés en toute conscience au feu de la répression. Et moi, le demi-barbare, compromis jusqu'à la moelle avec le charivari bourgeois des partis, des collusions, des oppositions factices et de tout le catéchisme coupable qui les accompagnait, j'étais couché sur une literie propre, dans la villa d'un quartier résidentiel, ayant échappé en un claquement de doigts aux rigueurs de la justice et à la promiscuité carcérale. Ma situation était intenable. Je n'avais absolument rien à dire pour ma défense, songeai-je en me rhabillant. Je dus secouer ma jambe gauche plusieurs fois, tant elle était endolorie. Mon pas n'était plus très sûr. Le sang circulait mal, mais je ne ressentais plus la douleur. C'était toujours ça de gagner. Je poussai la porte de la chambre et traversai l'alcôve boisée jusqu'au salon. Madame de Chambrelien, qui était assise sur le grand canapé devant la baie vitrée du jardin, sursauta à mon entrée. Elle ne m'avait pas entendu arriver. Je remarquai que, comme mue par un réflexe instinctif, elle avait prestement dissimulé quelque chose sous un coussin. Elle se leva, comme si de rien n'était, et me présenta son plus beau sourire. Je notai avec déplaisir, en examinant sa posture et sa physionomie, que l'attraction assez incompréhensible que j'exerçais sur elle était intacte. La réciproque n'était pas vraie. « Bien remis de tes émotions, mon beau Gavroche. Il y a des croissants pour toi sur la table de la salle à manger. Commence à déjeuner, je vais faire du café. » À peine avait-elle tourné le dos pour aller dans la cuisine que je m'étais assis sur le canapé et que j'avais soulevé le coussin pour découvrir ce qu'elle avait bien pu cacher dessous. Rien de bien scandaleux, à vrai dire.
Il s'agissait tout simplement d'un tout petit chandail en laine qu'elle avait commencé à tricoter, relié à une grosse pelote de laine bleue. Je savais, car elle me l'avait dit, qu'une de ses cousines attendait un enfant qui devait naître ces prochains jours, et ce cadeau lui était probablement destiné. Un peu déçu, je m'étais attendu à trouver autre chose, je ne sais quoi, quelque chose qui eût justifié le geste paniqué qu'il avait eu à mon arrivée. Je reposai délicatement le coussin à sa place et allai me restaurer. Comment ? Que dites-vous, maître ? Vous voudriez que je revienne sur cette histoire de chandail en laine ? Oh non, vraiment, ça n'en vaut pas la peine. Je vous racontais ça juste comme ça, en passant, parce que c'est un souvenir qui m'est revenu de ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi. Un détail qui m'avait alors intrigué, mais qui n'avait pas de signification particulière, surtout dans le cadre de l'affaire qui nous occupe. Cela peut vous paraître étrange, bien sûr, que je fasse mention de cette anecdote. Ça vous met la puce à l'oreille. Vous essayez d'y voir un signe, un indice. Vous avez tort. Vous n'en tirerez rien. Tenez, cela me rappelle un autre souvenir qui date, celui-ci, de mes années d'école. Notre professeur d'histoire avait fait venir, durant un de ses cours, une vieille dame de sa connaissance qui avait vécu une partie de sa jeunesse en Allemagne durant la dernière guerre, après quoi, à la faveur de la débâcle, elle avait émigré en Suisse pour devenir servante dans une ferme de l'Oberland. Nous avions étudié pendant plusieurs semaines les circonstances de la guerre avec ce professeur et nous nous réjouissions d'entendre le témoignage de cette vieille dame qui avait été témoin d'une période troublée qui ne lassait pas de nous fasciner. Nous devions avoir 14 ou 15 ans et l'idée de pouvoir mettre en correspondance un chapitre de notre manuel d'histoire et une personne vivante était tout à fait nouvelle pour nous. Nous avions pourtant été terriblement déçus lorsque l'octogénaire, qui n'avait plus les idées très claires et dont la mémoire n'était manifestement plus ce qu'elle avait été, fut à peu près incapable de répondre à nos interrogations sur la montée de l'hitlérisme, l'annexion de l'Autriche, l'application des lois raciales et la mobilisation des hommes sur le front de l'Est. Elle semblait ne pas très bien comprendre le sens de nos questions d'étudiants et revenait inlassablement sur un élément qui nous paraissait assez insignifiant, un moineau blessé qu'elle avait ramassé sur un terrain vague et qu'elle avait recueilli dans sa chambre, en cachette de ses parents, le nourrissant et le gardant au chaud jusqu'à sa guérison. Qu'avions-nous à faire d'une histoire d'oisillon caché dans une chambre d'enfant, à l'heure où l'Europe était à feu et à sang et où l'hydre totalitaire gagnait du terrain dans tous les recoins du continent ? Eh bien, voyez-vous, maître, moi dont la tête fonctionne plutôt bien, il m'arrive de tomber dans le même travers. Vous me demandez de vous parler de la journée du 10 août, date marquée d'une pierre noire dans les archives de la police fédérale et qui a paru longtemps dans les médias comme un jour maudit, une plaie de l'histoire contemporaine durant laquelle se déchaînèrent les passions les plus incontrôlables, un grand carnaval qui aurait mal tourné et dont les flots de folie furieuse auraient rompu toutes les digues. Et moi, je vous parle d'une pelote de laine bleue glissée sous un coussin, quelque part dans une villa des beaux quartiers de la ville. Vous voudrez donc bien m'excuser si je vous ai mis sans le vouloir sur une fausse piste, mais vous pouvez me croire, il ne sera plus jamais question de cette pelote de laine et il n'aura pas droit de citer durant les auditions du tribunal. Pardon ? Vous dites ? Vous êtes un plaisantin. Qu'allez-vous imaginer là ? Vous dites qu'il aurait été possible que Madame de Chambrelien ait été enceinte, qu'elle ait tricoté ce chandail pour son futur bébé, et qu'il ait eu le réflexe de le cacher à mon entrée dans le salon car j'aurais pu être le père. Ah, maître, vous n'avez pas votre pareil pour faire rire un repris de justice. Vous êtes irrésistible, vous devriez demander à être muté chez les Yankees, dans les couloirs de la mort. Vous feriez bidonner les condamnés avant la chaise électrique. Ils partiraient dans un grand éclat de rigolade, comme un ultime défi lancé aux tristes figures de leurs bourreaux. Ce serait désopilant. Enfin, blague à part, je comprends votre petit cheminement de pensée. Vous raisonnez comme n'importe quel lecteur de romans, comme n'importe quel Pékin qui va au cinéma le samedi soir. Vous vous dites que rien n'est gratuit, que rien n'est innocent, que tout a un sens. Vous pensez que si j'ai pris la peine de vous raconter cette anecdote, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, et si possible un élément tragique, une révélation qui vient surprendre le lecteur, l'envoyer au tapis et le laisser tout penaud, estomaqué, les bras ballants de stupéfaction. Et quel meilleur ressort dramatique que le coup de l'enfant inattendu, qui survient sans crier gare et qui redistribue les cartes, éclairant le récit d'un jour nouveau, hypothéquant l'avenir et modifiant durablement la configuration narrative. Les imprévus de la filiation, c'est un classique indémodable, au moins depuis Sophocle. Ça fonctionne à chaque fois. Luc, je suis ton père, et tout ce qui s'ensuit. Je suis ton père. Ah ça, faire un mouflet à la dame, ça aurait donné un nouveau ressort tout à fait épatant à l'intrigue, c'est certain. Le petit serait venu en grenouillère au parloir, et nous aurions eu plein de choses à nous dire. Il m'aurait craché à la gueule, ou alors il aurait fait jouer ses relations pour me faire sortir de là. Navré de vous décevoir, maître, mais il n'y a rien de ce genre dans mon histoire. Pas d'enfant dans le placard, pas de polichinelle dans le tiroir, pas de retour du refoulé, ni autre faute de goût de ce type-là.
Madame de Chambrelien, pour ce que j'en sais et pour ce que j'ai pu retenir de mes cours de sciences naturelles, avait passé l'âge d'être engrossée. Il y a un temps pour tout, et ce temps-là n'était plus pour elle à l'ordre du jour. Je dirais même plus, Madame de Chambrelien, même au temps de sa jeunesse, même au bel âge des moissons, n'était pas de ces femmes qu'on ensemence si facilement. Elle n'a jamais eu d'enfant et n'en a jamais désiré. Elle a toujours considéré son ventre comme un réceptacle pour les plaisirs et non comme la matrice de la vie, c'est-à-dire de la douleur. La générosité apparente de son corps et de ses gestes pouvait donner l'impression qu'elle dégageait quelque chose de l'ordre du maternel. Mais c'est faux. C'est à cette générosité rassurante et chaude qu'elle devait la conquête de plusieurs jeunes amants, ces orphelins aux airs de faux durs dont elle entretenait les troubles incestueux. Ce n'était pas mon cas. J'avais vu tout de suite clair dans son jeu. J'avais su dès les premiers embrassements que cette luxurieuse n'avait pas d'entrailles, qu'il n'y avait rien sous cette chair brûlante et vorace, rien qu'une volupté morbide, ravagée, désespérément infertile. N'y voyez rien de monstrueux. Le monde est plein de ces femmes-là, particulièrement parmi celles de sa génération. Révoltées contre le sort fait de toute éternité à leur sexe, elles n'ont gardé de ce dernier que les appétits charnels qu'elles poussent volontiers jusqu'à la gourmandise, jusqu'à l'indigestion, et ont enterré tout le reste, comme d'autres enterrent un fœtus dans un coin du jardin, déliés, désengagés, toisant avec aplomb le vieux monde aliénant de leur mère et de leur grand-mère. Madame de Chambrelien n'a jamais aimé que sa liberté, d'un amour destructeur à l'encontre de tout ce qui pouvait l'entraver, et l'ensemble des formes sociales qui, réunies, constituent son quotidien, son mariage, l'aisance de son train de vie, son positionnement politique, n'existent que comme les moyens et les conditions de cette liberté impérieuse. Cette dernière a ses codes, ses exigences, ses tabous également, et c'est, je le dis maintenant que vous m'y faites penser, ce qui éclaire le sens de cette curieuse histoire de pelote de laine sous le coussin. Je l'avais surprise, alors qu'elle me croyait endormie, dans une situation qui, selon son corpus de valeurs, était très inconvenante. Une féministe se laissant aller à tricoter un chandail pour un nouveau-né, représentez-vous la scène. Pouvez-vous concevoir quelque chose de plus perfide à l'égard d'elle-même et de tous ses combats ? Peut-être, pensait-elle, le rouge au front, en tentant de dissimuler la preuve de son indignité, à l'image honteuse qu'elle donnait ainsi aux pionnières de l'affranchissement des femmes dont les mânes l'accompagnaient chaque jour. Était-ce pour cela qu'elles avaient renversé les urnes, qu'elles avaient défilé, qu'elles avaient brûlé leur soutien-gorge et qu'elles s'étaient astreintes au travail salarié et à la pilule contraceptive ? Toutes ces conquêtes arrachées aux mains du patriarcat, tous ces progrès de l'autonomie, ce déracinement remporté de haute lutte, tout ça pour retomber dans l'obscurantisme des travaux de couture. Madame de Chambrelien, j'en suis sûr, était pleinement consciente du caractère réactionnaire du tricot, cet archaïsme dangereux qui, non content d'enchaîner la femme à son foyer en la sollicitant par une tâche socialement dévalorisée, la livrait, à travers chaque maille de ce petit chandail, à des rêveries maternelles. Elle le savait et s'y adonnait pourtant, en cachette, dans la solitude de son boudoir, comme l'adolescent feuilletant une revue licencieuse, partagée entre le plaisir de la transgression et la peur d'être découvert. Voilà, maître, l'interprétation que je donnerai à son geste. Elle vaut bien la vôtre. Elle est certes moins romanesque, mais beaucoup plus vraisemblable. À vrai dire, je vous en parle maintenant car cela me revient, mais c'est quelque chose que j'avais senti dès l'instant où j'avais soulevé le coussin et découvert le poteau rose. J'avais eu envie de ricaner en mettant à jour ce petit secret insignifiant, et une fois encore, j'en avais conçu du mépris. Non pas à l'égard de son goût pour le tricot, péché mignon qui me l'aurait au contraire rendu sympathique, mais à l'égard de sa honte, cette honte si ridicule et si déplacée. Il y avait le drame de toute une génération, de toute une classe dans cette honte-là. Une génération et une classe qui n'étaient pas les miennes et avec lesquelles je ne voulais plus rien avoir à faire. Je parcourus le journal, méditant un instant sur la vanité des choses, puis décidai que cela suffisait comme ça et qu'il était temps de sortir. J'allais trouver Madame de Chambrelien dans sa cuisine, la pelotai brièvement par politesse contre la porte du frigo et pris congé. J'avais le pressentiment, qui s'avérerait tout à fait justifié, que c'était la dernière fois que je mettais les pieds dans cette maison.